Ce que je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui, c'est pourquoi ce type de grand laser existe, quelles sont leurs applications et quel est le rôle de l'École polytechnique dans le cadre de ces grands programmes. Alors, vous avez ici une vue du laser, de la salle laser du laser Lully 2000, qui est un laser qui est à l'École polytechnique, donc au laboratoire Lully, qui est le plus grand laser civil français. Et la taille, à peu près, vous avez à peu près 50 mètres en longueur ici et une dizaine de mètres en largeur, qui vous donne à peu près la taille de ce type d'instrument. Et ici, c'est une vue d'une enceinte expérimentale vers laquelle on dirige ces faisceaux laser et dans laquelle on utilise différents mécanismes dans différents domaines. Alors, quels sont ces domaines ? Il y a un premier domaine important lié à ce type de laser, c'est le domaine de la défense. Vous avez peut-être entendu parler du laser mégajoule, qui était un projet pendant très longtemps et qui a commencé à tirer au mois de novembre. On est en décembre, au mois de novembre. Alors, pas à énergie complète, mais qui commence à faire des tirs, y compris sur cible. L'objectif de ce laser, c'est de participer à ce qui s'appelle le programme simulation, l'objectif étant d'assurer la pérennité de l'armement nucléaire français. Donc, dans ce cadre-là, il y a toute une série de travaux expérimentaux dont l'objectif est à la fois de reproduire les milieux dans des conditions qu'on pourrait trouver dans des armes nucléaires, mais aussi d'assurer toute la compétence scientifique qui est nécessaire pour continuer à développer ce programme. Et dans ce cadre-là, le Lully joue un rôle important, à la fois en termes de science, comme banc d'essai pour un certain nombre d'expériences qui seront ensuite réalisées sur le laser mégajoule, et aussi comme centre de formation pour des ingénieurs du CEA qui seront amenés à concevoir et réaliser des expériences sur le laser mégajoule. Voilà, donc une grande partie de ces ingénieurs-là sont venus tout jeunes au Lully, par exemple, pour faire leur thèse, ou ont participé à des expériences au Lully dans le cadre de leur thèse. Et ensuite sont partis au CEA. Alors, le deuxième point important, c'est l'énergie. Patrick en a parlé aussi. Un des objectifs très ambitieux dans ce domaine-là, c'est d'essayer de reproduire en laboratoire des petites étoiles et surtout la production d'énergie qui se produit au cœur des étoiles. Et c'est ce qu'on appelle la fusion thermonucléaire, j'en parlerai juste après. Juste pour vous recadrer un petit peu, c'est une voie parallèle à la voie de la fusion magnétique dont le projet ITER, donc International Thermonuclear Experimental Reactor, réacteur expérimental international thermonucléaire, est en construction en France, à Cadarache, dans le cadre d'une collaboration mondiale, pour le coup. Voilà. Et le troisième point, c'est, de façon très large, de faire de la science avec ces lasers, en reproduisant des conditions qui peuvent régner, par exemple, en astrophysique. Alors, astrophysique, ça peut être le cœur des étoiles, ça peut être des explosions d'étoiles, ça peut être des jets de matière, ça peut être des chocs dans le cadre de propagation de matière dans l'espace intergalactique, par exemple. Ou bien en planétologie, on peut reproduire les conditions qui règnent au centre de la Terre, au centre des planètes du système solaire. Et maintenant, comme on sait qu'il y a des planètes extrasolaires, ça on le savait, mais disons on connaît mieux leurs caractéristiques, on peut reproduire le cœur des planètes extrasolaires. Voilà donc un peu les différents types d'applications de ce type de laser. Alors, là, je vais vous expliquer pourquoi on utilise des lasers tout court pour faire ça. Et il y a deux points importants qui sont puissance et concentration. Je vais revenir sur ces deux-là. Donc, si je commence par une expérience qu'on a tous fait plus ou moins enfant ou qu'on a essayé de faire avec plus ou moins de succès, l'idée, c'est d'utiliser le soleil pour brûler une feuille de papier en utilisant une loupe. Typiquement, on prend une loupe, on fait l'image du soleil sur une feuille de papier. Ici, c'est du tabac, mais le résultat est le même. L'image du soleil va faire quelques millimètres au niveau de la feuille de papier, et s'il fait beau, s'il n'y a pas trop de nuages, on arrive à atteindre quelques centaines de degrés, ce qui est suffisant pour faire brûler du papier, ou du tabac dans ce cas-là. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec du soleil. Maintenant, heureusement, aujourd'hui, on a créé le laser, et il y a deux paramètres du laser qui vont permettre d'obtenir des conditions tout à fait différentes. Le premier paramètre, c'est la puissance. Aujourd'hui, comme Patrick l'a dit, la puissance qui traversait la loupe avec le soleil, c'est quelques watts. Maintenant, on est capable, à travers cette même loupe, de faire passer quelques pétawatts, 10 puissance 15 watts, c'est-à-dire à peu près 1000 fois la puissance électrique permanente consommée dans le monde, en termes de puissance.
Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que cette puissance pourrait être concentrée non pas sur 1 mm ou quelques millimètres, mais sur des millièmes de millimètres. Donc vous avez une très forte puissance sur une toute petite dimension. Donc du coup, vous prenez un petit laser, ici c'est le laser Lully 2000, vous envoyez une impulsion laser que je représentais par un ensemble de petits photons, ici des petits grains de lumière, qui se propagent vers une lentille de focalisation et qui donc sont focalisés sur une toute petite dimension. Et du coup, vous pouvez recréer au centre de cette loupe les conditions qui règnent dans le Soleil ou dans les planètes, par exemple. Voilà. Et donc les deux points, encore une fois, majeurs, c'est puissance et concentration. Alors, quelles sont les applications ? Encore une fois, une des applications importantes visées, c'est la production d'énergie par fusion thermonucléaire contrôlée, c'est le terme scientifique. En termes plus vulgarisés, c'est de reproduire la production d'énergie du cœur des étoiles. L'idée étant de prendre un combustible très léger, c'est l'hydrogène en fait. Alors de l'hydrogène et de l'hydrogène lourd, mais ils ont un combustible qu'on peut trouver dans l'eau, par exemple dans l'eau de mer, donc un combustible à peu près illimité. Et en faisant fusionner ces atomes légers, donc produire de l'hélium à partir de l'hydrogène, on produit beaucoup d'énergie. C'est l'inverse des centrales nucléaires d'aujourd'hui. On prend des gros atomes, uranium, plutonium, qui se cassent en morceaux et on récupère de l'énergie parce que ces gros atomes se cassent en morceaux. Ces noyaux se cassent en morceaux. Là, c'est l'inverse. On prend des petits noyaux et qu'on les fait fusionner, on produit de l'énergie. La difficulté pour faire ça, c'est que si vous prenez deux noyaux d'hydrogène, ils ont la même charge électrique, donc ils se repoussent l'un l'autre, naturellement. Donc pour pouvoir les fusionner, il faut qu'ils se rapprochent énormément. Donc pour ça, il faut qu'ils aient une énergie très élevée pour vraiment faire une collision très forte, se rapprocher suffisamment pour mélanger leurs fonctions d'onde en termes techniques, disons pour mélanger les noyaux. Voilà. Et pour ça, il faut des températures de l'ordre de la centaine de millions de degrés. Donc il va falloir obtenir quelques centaines de millions de degrés. Et en plus, il faut, pour que ça marche bien, faire un milieu à très forte densité. Ici, on parle de centaines de grammes par centimètre cube, c'est-à-dire des centaines de fois la densité du solide que vous avez ici, pour qu'il y ait beaucoup de réactions de fusion en un temps très court. Voilà. Et si on arrive à faire ça, on produit plus d'énergie qu'on en a dépensé pour produire ce milieu. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Alors, il y a un schéma de base qui utilise un très grand nombre de faisceaux laser que nous, on appelle longs nanosecondes, c'est-à-dire c'est des paquets de photons de cette longueur-là, qui sont dirigés vers une petite cible qui contient le combustible deutérium-tritium, c'est de l'hydrogène lourd, qu'on va comprimer à l'aide de ces faisceaux laser et chauffer pour obtenir un petit soleil ici. Ça, c'est la voie simple, entre guillemets, qu'on essaye de développer. En pratique, cette voie est difficile, on n'y est pas encore tout à fait, et on essaie de travailler sur des voies alternatives qui nécessiteraient moins d'énergie en termes de laser. Une de ces voies, il y en a plusieurs, c'est de dire « je sais comprimer ». Et ça, c'est vrai, c'est facile de comprimer à quelques centaines de grammes par centimètre cube. Par contre, on ne chauffe pas suffisamment. Donc l'idée, c'est je comprime et ensuite je chauffe par un faisceau laser très puissant, en impulsion brève pour le coup, puissance pétawatt par exemple. Je l'envoie dans un entonnoir, j'envoie ces photons le plus près possible du cœur comprimé pour le chauffer. Voilà, c'est ce qu'on appelle le schéma d'allumage rapide, celui-là, il y a d'autres schémas. Et donc au laboratoire Lully, on travaille beaucoup sur ce type de schéma-là, en travaillant sur la physique, par exemple, comment se propage le faisceau laser dans ce type d'entonnoir ici, quelle énergie on arrive vraiment à transférer à un combustible comprimé. Voilà, le genre de domaine sur lequel on travaille à l'École polytechnique, dans le cadre en général de collaboration internationale, comme pour tous les thèmes dont je vais parler ici. Voilà, et si ça marche bien, donc on fait un combustible comprimé et chaud. L'idée était encore une fois de faire des tests sur des petites installations comme les nôtres, et ensuite de faire des manips à échelle 1 sur le laser mégajoule, qui est 1000 fois plus grand que ce qu'il y a au Lully. Voilà ce premier point. Le deuxième point, c'est, je vous ai dit, on peut faire des millions de degrés, on peut aussi faire des millions de fois la pression atmosphérique. Donc on peut au choix faire des soleils, des planètes et toute la physique des milieux correspondants. Alors là, j'ai choisi un peu deux thèmes particuliers. Ici, vous avez une photographie d'un objet qui s'appelle HH47. En gros, vous avez une étoile jeune ici, qu'on ne voit pas très bien, en cours de formation, et qui émet des jets de matière à très grande vitesse. Ici, c'est à peu près 150 km par seconde, mais sur des dimensions qui sont ici de l'ordre de 10 fois la distance Terre-Soleil. Et un des mystères, c'est que ces jets ici restent fins sur cette très longue distance. On s'attendrait à ce qu'ils divergent naturellement parce qu'ils sont chauds, mais non, ils restent fins.
Et donc, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ça. Et donc, dans le cadre, donc, encore une fois, d'expérience au Lully, on a testé 2 hypothèses. La première étant que donc, ces jets, s'ils sont entourés par un vent de particules, même légères, mais qui, d'une certaine façon, confinent le plasma qui est au milieu, le jet qui est au milieu, on arrive effectivement à maintenir ce jet-là. Ça, c'est la première hypothèse qui a été testée et qui a été vérifiée. La deuxième hypothèse est que s'il existe un champ magnétique, et il en existe dans l'univers, alors cette matière qui est chargée est guidée par ces champs magnétiques et du coup peut être guidée sur des très très longues distances. Voilà. Donc c'est le type d'expérience qu'on peut réaliser au Lully grâce au fait qu'on a plusieurs faisceaux laser synchronisés. Par exemple, un faisceau laser qui va générer le plasma et un autre faisceau laser qui va faire une source de rayons X pour sonder ce plasma sur une certaine distance. Et l'autre point, c'est, en fait, un des mystères, c'est d'où viennent les champs magnétiques de l'univers. Et une hypothèse a été testée aussi en laboratoire, c'est l'idée que si vous avez des chocs dans l'univers, et ça c'est facile parce que vous avez des gaz, disons des nuages de gaz très intenses qui se concentrent pour faire des étoiles, mais tout ça n'est pas très régulier, il y a tout un tas de chocs qui se produisent. Et dans ces chocs, on peut montrer facilement que en fait, ces chocs ne sont pas réguliers et que du coup, on crée des courants qui génèrent des champs magnétiques. Voilà. Ça, c'est des expériences qu'on peut faire en laboratoire au niveau du laboratoire Lully. Et ces derniers résultats ont été récompensés en quelque sorte par une médaille de bronze CNRS à une jeune chercheuse du laboratoire récemment. Voilà. Et le dernier point que je veux aborder, c'est de dire que l'école a une place privilégiée au niveau national et international dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que, d'abord, l'école dispose de grandes infrastructures laser. Le Lully, d'abord, qui est une infrastructure, la plus grande infrastructure civile française, qui dispose de grands lasers, et qui est à disposition de la communauté nationale et internationale. C'est-à-dire que toute l'année, des scientifiques de France et d'ailleurs viennent faire des expériences chez nous. Voilà, grâce à des lasers uniques en leur genre. Et puis, il y a aussi le laboratoire d'optique appliquée qui dispose d'un laser, certes, qui délivre moins d'énergie, mais à un taux de répétition beaucoup plus élevé, qui permet d'avoir des résultats complémentaires. Voilà, et Victor en parlera de certains résultats plus précisément. Et puis, tout ça se fait dans le cadre de l'école avec différents laboratoires, mais dans un cadre beaucoup plus large international, avec, disons, beaucoup de liens avec les grands laboratoires internationaux qui travaillent sur ce sujet-là, en particulier aux États-Unis et au Japon. Le dernier point, c'est qu'il existe aujourd'hui un certain nombre d'installations. Très bientôt, il va exister sur le plateau de Saclay, dans le cadre d'une collaboration très large entre nombreux laboratoires du plateau de Saclay, une nouvelle installation qui va s'appeler, disons, un nouveau centre qui va s'appeler SILEX, Centre interdisciplinaire lumière extrême, avec un laser d'une puissance multi-pétawatts qui, au moment où il fonctionnera, on l'espère, sera le laser le plus puissant au monde, et donc qui permettra de faire des expériences dans des conditions extrêmement nouvelles, à la fois de pression, de température, de champ électrique, etc. Voilà. Et ça sera implanté, donc ici vous avez une vue du plateau de Saclay, à l'Orme des Merisiers, juste à côté du Soleil, le synchrotron récent. Voilà. Et les applications de ce type de laser, alors il y a beaucoup d'applications liées aux sources intenses de particules et de rayonnement. Victor parlera un petit peu de certaines de ces sources-là, donc sources de particules, électrons, protons, sources de rayons X, sources des rayons gamma, c'est des rayons X encore plus énergétiques, et sources de neutrons, par exemple. Voilà. Et avec différentes applications, à la fois en sciences fondamentales, mais aussi pour certaines applications sociétales, dont la partie médicale dont parlera Victor. Voilà. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est que quand je dis nouvelle physique, en particulier, la puissance sera telle, l'intensité sera telle, qu'on arrive à atteindre des champs électriques au niveau du faisceau focalisé qui sont des ordres de grandeur au-dessus de ce qui existe aujourd'hui. Et un des thèmes généraux qu'on espère bien étudier, c'est ce qu'on appelle la physique à ultra haute intensité, dont je donne juste un exemple ici, qui est un exemple un peu symbolique depuis un certain temps. C'est que, imaginez que vous êtes dans le vide. Bon, en principe, il n'y a rien, sauf que la mécanique quantique vous dit, ça c'est pas vrai, même dans le vide, en permanence, vous avez des particules qui se créent et qui disparaissent, qui se créent et qui s'annihilent. Parce que même la mécanique quantique vous dit, Heisenberg vous dit en gros, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, mais faites-le vite que je ne le sache pas. Et donc en particulier, vous faites des paires virtuelles, mais elles doivent disparaître très vite.
Et c'est ce qui se passe en permanence, même si on ne le sait pas. Alors l'idée, c'est que si vous mettez un champ électrique là-dessus, ces particules virtuelles sont soumises à ce champ électrique, et comme il y a électrons-positrons qui ont des charges plus et moins, ils sont séparés par un champ électrique, et du coup, si vous les séparez assez vite, elles sont trop loin après pour se recombiner. En termes quantiques, leurs fonctions d'onde ne se mélangent plus. Voilà. Et donc, elles ne peuvent plus se recombiner. Du coup, vous créez des particules réelles à partir de particules virtuelles. L'énergie vient du laser, bien sûr, elle ne vient pas de nulle part. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment un peu un Graal dans notre domaine. Mais avant même d'arriver là, il y a beaucoup d'effets de mécanique quantique qu'on peut étudier grâce à ces lasers de très très forte puissance. Voilà, je vous remercie.